ici, nous ne donnons que ce qui est à titre illustratif. Et au-delà de ça, il y a d'autres projets qui vont venir dans le cadre de la Banque mondiale, justement dans le cadre du programme Kinelenda, où de ce côté-là aussi, nous allons avoir des ressources qui vont nous permettre surtout ici au niveau de la Kinshasa, d'améliorer la desserte en eau, en électricité, et surtout dans nos routes locales, et finalement, pas à tous ces bouchons. Monsieur le Premier ministre, parce que le slide nous le montre un peu, vous savez que dans ce pays, aucun programme du FMI et la Banque mondiale n'a été achevé. Peut-être que c'est une capacité nationale de ne jamais achever. Mais vous acceptez que les FMI rentrent, que la Banque mondiale revienne, et vous faites de votre politique, sur base de cette réforme-là. Est-ce que vous allez prendre l'engagement d'achever ce programme? Parce qu'aucun gouvernement n'a achevé un seul programme. Deux choses d'abord ici qu'il faut mentionner. Le FMI, c'est un organe conseil. C'est d'abord comme ça qu'il faut le voir. Il vient d'abord pour donner des orientations pour l'amélioration justement de la politique au niveau économique du pays. Et à notre niveau, nous nous sommes dit simplement deux choses. En termes de crédibilité, c'est important pour un pays comme le nôtre d'entrer en programme avec cet organe conseil. Parce qu'il ouvre des possibilités, il ouvre des facilités pour permettre d'améliorer finalement notre développement. Et donc ils viennent aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on n'a pas été en programme. Donc peut-être qu'on en parle aujourd'hui comme si c'était un peu banal, mais moi je n'ai pas arrêté de féliciter les ministères sectoriels qui, dans le temps qui nous a été accordé, avant que nous ayons même atteint les 100 jours, nous n'ayons pu entrer en programme avec le FMI. C'est deux choses qui se déclenchent par la même occasion. Ça veut dire qu'à partir du moment où nous entrons en contrat avec eux, c'est d'abord de l'argent qui vient dans nos réserves d'échange qui nous permettent d'être à 1,6, comme je l'ai dit tout à l'heure ici. Mais c'est aussi une ouverture, finalement, de la Banque mondiale, qui, elle aussi, de son côté, nous disait, écoutez, nous, on est prêt à vous financer. Mais commencez par les FMI. Commencez là. Par les FMI. C'est fait. Et donc, aujourd'hui, ils reviennent dans le domaine de l'énergie, des infrastructures, de la santé, et même de la gratuité, finalement, de l'enseignement. Ils viennent nous accompagner, parce que nous avons commencé là. Et n'oubliez pas que nous arrivons dans un contexte où nous trouvons un budget qui ne répond pas au programme que nous avons présenté à l'Assemblée nationale, qui lui demande... un peu plus d'extension. Oui. Non, qui demande, nous on l'a dit, on a donné un chiffre indicatif, pour les 3 ans, 36 milliards, mais comment nous les atteignons? Il faut atteindre un minimum de 10 milliards par an. On ne peut pas les atteindre en ressources propres, bien que l'effort est déjà fait, mais il faut aussi avoir des financements extérieurs. Donc ces 2,6 milliards qui vont venir dans ce cadre de programme avec le FMI et la Banque mondiale sont les bienvenus pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. La Banque mondiale est la bienvenue, mais est-ce qu'à l'interne, le gouvernement réserve-t-il une place pour les ambitions nationales qui voudraient, au fait, accompagner le gouvernement dans l'effort de développement? Oui, bien sûr. Ça veut dire que, ça on en parlait tout à l'heure, ici, il n'y a que deux choses. Premièrement, c'est l'investissement. Deuxièmement, ça c'est au niveau local. Et deuxièmement, c'est cette question justement au niveau de l'amélioration justement de nos recettes et le coulage que nous devons faire, la lutte que nous devons faire contre le coulage des recettes au niveau de nos régies. Et ça, je l'ai annoncé, c'est un combat que nous avons commencé et nous allons continuer à le faire de manière progressive pour que finalement, du point de vue national, nous puissions engranger de plus en plus de ressources. Il ne faut pas oublier que à côté de cela, c'est tout un travail aussi qui doit se faire en termes d'identification. D'où d'ailleurs même la notion que nous avons au niveau du gouvernement d'avoir cette fois-ci un ministère du numérique. Il faut avoir la maîtrise de nos chiffres. Lorsqu'on regarde ici en République démocratique du Congo, combien de sociétés sont reconnues, affiliées, on parle à peine 9 000. On ne peut même pas comparer à des pays voisins qui n'ont pas la notre taille, qui sont à 25, 3 fois plus. Donc on a un problème d'abord au niveau de l'identification et de notre propre assiette fiscale. Et au-delà de ça, même les Congolais eux-mêmes, s'ils ne sont pas identifiés,
c'est vrai qu'ils disent oui, nous devons bénéficier de la taxe de l'État, mais beaucoup ont perdu même la véritable notion de payer leurs taxes. Et je ne parle pas du secteur informel sur lequel les ministères sectoriels, notamment de l'emploi et de l'économie, sont en train de s'affairer pour arriver à ramener ce secteur informel vers le secteur formel. Moi, je suis persuadé que c'est autant de milliards qui vont nous permettre finalement d'atteindre les budgets tels qu'ils sont attendus et selon les plans de développement industriel que nous voulons avoir. Sur le plan, Monsieur le ministre, le Premier ministre, nous allons commencer un autre chapitre. Il y a tellement de questions à poser, tellement de choses, tellement de sujets. Alors, allons un peu plus vite. Je voudrais vous demander si vous êtes convaincu que l'État prospère parce que nous clôturons ce chapitre, notamment la mise en place d'un cadre de production de richesses et de distribution, vous l'avez entre vos mains. Est-ce que nous pouvons être sûrs que cette fois-ci c'est la bonne, selon votre propre entendement? Selon mon entendement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les bases qui sont fixées. Ce pays n'avait pas un programme d'industrialisation. Un plan d'industrialisation, ça fait des années et des années. Aujourd'hui, au niveau du gouvernement, on s'est doté de ce plan. Et je pense que ce plan directeur d'industrialisation devrait nous permettre d'atteindre finalement cette densification industrielle et surtout faire des incitations sur l'amélioration de la chaîne des valeurs. Aujourd'hui, on parle du secteur minier, mais on peut aller aussi dans le secteur agricole, on peut aller dans la production du bois, par exemple. Vous avez vu qu'on a pris des décisions aussi de ce côté-là, pour nous assurer justement que finalement nous puissions avoir de la valeur ajoutée ici, localement. C'est ça qui va permettre qu'on puisse avoir un peu plus d'emplois. C'est ça qui va permettre finalement qu'on puisse moins dépendre des marchés extérieurs. Mais pour y arriver, c'est d'abord les instruments. Et ces instruments, c'est ce que nous sommes en train de mettre en place. Nous validons un plan directeur d'industrialisation qui va demander des moyens. On parle de 58 milliards, mais finalement, ça va nous permettre d'atteindre, si on le veut bien, un PIB assez intéressant et finalement un budget que nous voyons aux horizons de l'année 2030 à 25 milliards de dollars. Et donc, ça permettra à ce que notre pression fiscale soit acceptable du point de vue mondial, tout en protégeant nos industries locales. Parce que c'est important, surtout qu'on parle aujourd'hui de zones de libre-échange, que l'on puisse se protéger. Parce que comment faire si jamais on ouvre nos frontières et que finalement on fait face à une concurrence déloyale, on tuera la production locale. Donc nous devons la protéger sur des produits stratégiques sur lesquels nous ne devons laisser que les locaux produire et fournir la population. Plan d'industrialisation, aussi longtemps que quand on parle de l'industrialisation, on parle forcément de la desserte en énergie électrique. Or, nous avons 9% d'énergie électrique. Comment est-ce que vous envisagez remédier à cela aussi longtemps qu'il y a aussi des disparités dans toutes les provinces? Bon, le côté électrique, c'est foncier, pour que finalement on puisse plus manipuler ces documents qui tantôt peuvent appartenir à l'un ou à l'autre au gré des vagues. Et à côté de ça, nous avons assisté à ce phénomène de la pratique de déclaration des biens sans maître, qui, pour la plupart du temps, ces biens appartiennent finalement à des individus et sont distribués à d'autres qui n'en sont pas les propriétaires. Donc nous l'avons prôné dans le cadre de notre programme de gouvernement et manifestement, nous allons agir dans le sens d'interdire cette pratique-là, en mettant fin à cette institution. Dans l'aménagement du territoire, sous d'autres cieux, nous assistons aux extensions des villes ou à la construction d'autres villes qui ça est bondé du monde. Quelle est votre politique dans ce sens-là? Est-ce que vous pensez, on a vu il y a cité Kitoko aussi, est-ce que vous pensez à faire de Kinshasa une seconde ou une troisième ville en priorisant d'autres, des nouvelles? Kinshasa, à la base, c'est une ville qui a été construite pour 450 000 habitants. C'est la base. Aujourd'hui, on parle de plus de 12 millions. Donc, c'est logique. On voit aujourd'hui une congestion incroyable. Donc, du point de vue responsable, de la responsabilité en tant qu'État et en tant que gouvernement, nous devons prévenir. Et pour moi, c'est deux choses. La première chose, on a parlé de l'aménagement du territoire.
c'est repenser justement nos villes, c'est repenser nos villages. S'il faut repenser nos villes, nous allons vers des nouvelles villes. Et si aujourd'hui nous voyons d'autres le faire sur d'autres cieux, pourquoi nous, à notre niveau, on ne pourrait pas faire la même chose? Nous pensons que c'est possible de le faire. Donc, le chef de l'État, qui est en discussion avec son homologue égyptien, a donné cette impulsion en disant, tiens, c'est possible d'avoir la même chose, parce que là-bas, en Égypte où nous avons été, nous avons vu une nouvelle ville en construction, et nous disons, nous pouvons essayer d'améliorer au niveau de Kinshasa aussi en termes d'extension, d'avoir ce même type de projet-là. Ça demande un effort, ça demande une décision courageuse, mais je pense qu'il faut y aller. Et quand je parle de l'amélioration de nos villages, c'est parce que si aujourd'hui Kinshasa est surpeuplé, c'est parce que nous avons beaucoup d'exodes rurales. Aujourd'hui, on doit aller vers des villages qui sont mieux administrés pour qu'on garde nos populations là-bas. Exactement. Nous avons d'ailleurs même lancé le programme dans le cadre du programme du gouvernement un toit, un champ au village. C'est pour ça, c'est parce qu'on veut que finalement les villages vivent. Ça va éviter qu'on ait une surpopulation au niveau des villes. Donc en tant que gouvernement responsable, c'est normal que nous nous lançons dans des projets comme cela et au niveau du gouvernement, nous espérons formaliser. Il y a eu plusieurs catastrophes, plusieurs problèmes dans le pays, notamment l'éruption du volcan, avec beaucoup de citoyens congolais dans la détresse. Ceci est arrivé, malheureusement, c'est sous votre gouvernance. Qu'est-ce qui a été fait par le gouvernement pour aller en solidarité vers ces populations? Catastrophe naturelle, on en a eu effectivement. La plus importante, ça a été l'éruption volcanique au niveau du Nyiragongo. Et donc de ce côté-là, au niveau du gouvernement, nous avons dit que nous allions prendre les devants, d'abord pour mettre un minimum de moyens pour venir en soutien à ces personnes déplacées, de deux types. Les premières, celles qui ont été atteintes par la lave directement et donc qui ont perdu leur logis. Et les deuxièmes qui se sont retrouvées en dehors de la ville parce que la ville était menacée. Et de ce côté-là, je suis dans l'obligation de remercier et de saluer finalement le travail qui est fait par l'OVG, qui nous permet de prévenir. Cette fois-ci, il n'y a pas eu beaucoup de signes avant précurseurs, mais au moins, elle nous a permis, en temps réel, de décider de l'évacuation de la ville en mettant en marche ce plan d'évacuation. Et aujourd'hui, elle continue à observer le volcan, même si on a permis le retour. Donc, il fallait s'occuper de ces populations pendant qu'elles étaient en dehors de la ville, et maintenant qu'elles reviennent dans la ville en termes de reconstruction de logements et autres. Et le gouvernement est à pied d'œuvre. Mais nous remercions aussi les organismes qui sont venus à l'aide de la population. Nous avons notamment l'UNICEF, le PAM, pour ne citer que cela, l'OMS, qui sont venus à côté de la République démocratique du Congo et qui ont accepté de collaborer avec le gouvernement et pour permettre de faire face. Il y a encore des problèmes, mais nous espérons qu'avec le temps, nous allons les atténuer. Mais à côté de ça, nous avons eu aussi ces questions d'inondation. On a vu le lac Tanganyika se déchaîner. On a vu à Kindu des inondations. Et aujourd'hui, parce qu'on parle d'état de siège, à l'Ituri, nous avons des déplacés. Parce que lorsque ces exactions ont commencé, il y a des villages qui se sont retrouvés menacés, et donc des déplacements de population. Et là aussi, nous sommes à pied de pouvoir essayer de voir comment apporter de l'aide. Pour le moment, nous sommes à l'Ituri. Nous espérons que nous allons aller aussi partout où on sera demandé du point de vue humanitaire. La République démocratique du Congo est réputée pour être l'un des pays avec les plus grandes catastrophes naturelles. C'est pour ça que nous avons souvent autant de soutien des organismes internationaux. Monsieur le Premier ministre, nous venons de faire un bout de temps avec vous et il y a un projet dont vous ne parlez pas, peut-être parce que vous voulez le garder l'exclusivité à l'annonce, mais nous avons fini quand même, nous avons entendu que vous vouliez parler d'un programme de 145 territoires. Vous voulez agir immédiatement dans les différents territoires. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit et quelles sont les perspectives de ce projet?
Le projet de 145 territoires, c'est l'initiative d'abord de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui veut voir un développement à la base. Et donc nous disons aujourd'hui, dans l'investissement que nous faisons, et ça va mieux se formaliser dans le budget qui va être pris en 2022, mais déjà actuellement nous décidons de mettre des moyens à disposition des provinces. Et nous choisissons en termes de thématiques là où nous sommes le plus attendus, je l'ai dit, c'est l'accès à l'eau, c'est l'enseignement, c'est la santé, c'est les routes de desserte agricoles. Mais à côté de ça, il y a un suivi à faire. Nous estimons que ce sont des investissements qui ne se sont plus faits, ça va faire vraiment un certain nombre d'années. Donc il faut un bon accompagnement. Au niveau du gouvernement central, au niveau des provinces, mais aussi de la représentation. Vous avez une idée du budget? Combien vous mettez dans chaque territoire? L'idée est d'arriver à 10% du budget. C'est l'idée. Mais aujourd'hui, l'année est déjà en entame, et donc nous disons que nous allons mettre à disposition un minimum de moyens par territoire, qui ne pourrait pas être en dessous de 100 000 pour commencer, et ça ira crescendo dépendamment des différents programmes, et dépendamment des recettes aussi que nous engrangeons. Mais même ce montant-là, je vous le dis, vous pourrez rentrer dans les annales. Quand est-ce que la dernière fois qu'un des territoires a pu voir 100 000 $ affectés à ces travaux? Vous irez chercher un peu loin. Mais il ne faudrait pas non plus que cet argent reste à Kinshasa et qu'il n'y a que des images qui viennent des territoires. Comment vous allez faire pour éviter ça? J'ai parlé d'encadrement de ces projets. La décision, elle a été prise déjà depuis maintenant un peu plus de 4 semaines. Mais si aujourd'hui nous avons pris le temps, c'est parce que nous devons maîtriser la manière dont nous allons exécuter ces projets pour que on ne puisse pas juste dire que nous mettons des moyens, mais que finalement ça n'a pas d'effet sur le terrain. Mais je pense que dès la semaine prochaine, on nous verra sur le terrain dans les provinces voisines à Kinshasa, parce que c'est plus facile pour nous d'abord à ce niveau, et puis par la suite dans les autres territoires du pays. Et vraiment, comme nous l'avons dit, nous souhaitons avoir l'accompagnement des élus dans ce programme ambitieux. Apparemment, tout va très bien. Tel que nous vous avons suivi, nous sommes dans le meilleur du monde. Je pense quand même que vous avez traversé des moments de doute et de difficultés. Vous avez certainement des choses qui ont été des faiblesses. Alors, selon votre propre entendement, je reviens encore à ce mot, quelles sont les faiblesses que vous avez vous-même identifiées dans le cadre de ces 100 jours? Les faiblesses que nous avons identifiées, c'est vraiment au niveau du fonctionnement administratif de l'État. Parce que l'État, c'est une délimitation géographique avec une population et finalement administrée à tous les niveaux. Et de ce côté-là, véritablement, il faut absolument assainir. Ça fait partie des plus grands freins que la République démocratique du Congo connaît. Et à côté de cela, nous continuons à décrier, du point de vue des coulages des recettes, il y a encore du travail à faire. Nous voyons au niveau de nos frontières, nous n'avons pas encore la maîtrise totale du point de vue des coulages des recettes que nous avons de ce côté-là. Il nous faut un effort un peu plus accru. Et puis, à côté de ça, il faudrait que finalement, comme je l'ai dit, que ça ne soit pas que de la macroéconomie, mais que véritablement dans l'assiette de nos mamans, de nos enfants, nous puissions avoir cette facilité finalement d'accès à une alimentation moins chère. Et bien sûr, les difficultés, c'est aussi les défis politiques. Je l'ai dit, j'ai condamné les actes de violence, mais je pense qu'il faut absolument que nous puissions faire chaque fois que nous le pouvons un appel à ce que nous puissions se passer sur les questions qui nous divisent et rester sur les questions d'intérêt national, ce qui va permettre véritablement à notre pays de rester sur ce cap sur lequel il s'est lancé, de changer son destin. Nous pensons que c'est possible et ce rêve est permis même à notre jeunesse. Alors, pendant ces 100 jours, avez-vous l'impression que le regard sur le Congo, le regard sur son peuple a quand même commencé à changer? Y a-t-il une nouvelle façon de raconter le Congo? En fait, y a-t-il un nouveau narratif sur ce Congo? Quand vous analysez vos interlocuteurs, quand vous analysez les actions de vos ministres,
Y a-t-il un changement sur la perception que l'on a de ce pays? Je pense que si jamais je disais oui, je serais mal placé. Parce que on devrait laisser les autres en juger. Mais pour notre part, nous faisons des efforts pour mieux communiquer, pour donner une meilleure image de notre pays à l'extérieur, pour donner une meilleure image de nous à l'intérieur. Les défis, je vous l'ai dit, ils restent énormes, mais nous voulons communiquer différemment. Aujourd'hui, l'exercice que je fais, c'est finalement rendre compte. Et c'est un exercice auquel on doit s'habituer, ici, dans ce cadre, mais aussi dans d'autres cadres, où nous devons nous exprimer. Et moi, je ne fais que donner... et je m'étonne parce que finalement, on a pris un peu plus de temps, je pense, qui était prévu. Et on n'a peut-être pas vidé tous les sujets, parce qu'il y a trop à dire. Et chaque ministre qui est là, aujourd'hui, avec nous dans cette salle, va considérer vraiment ce point comme un point de départ sur la communication à faire sur nos actions dans leur secteur respectif, dans le temps qui nous a été imparti, et selon la vision que nous voulons nous donner demain. Et donc ça sera fait, on verra, on a déjà commencé à le faire, on a vu des ministères être devant la presse, notamment celui de la santé, des finances, de la défense aussi, mais demain on verra d'autres ministres qui iront aussi s'exprimer pour faire le même exercice que je fais aujourd'hui, celui de rendre compte. On l'espère bien. Monsieur le Premier ministre, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Nous l'avons voulu responsable pour que vous puissiez exprimer un maximum d'infos. Nous n'avons pas voulu pour une émission polémiste. Mais sachez que les Congolais sont impatients de voir les résultats des actions que vous avez entamées. Ils veulent aussi en même temps conserver l'espoir dans ce gouvernement pour lequel ils se sont beaucoup donnés. Vous savez comment les Congolais soutiennent leur gouvernement. Alors vous allez vous adresser à ce peuple qui ce soir peut-être n'a pas eu la réponse qu'il fallait, peut-être à certaines questions qui n'ont pas été posées. Comment nous maintenons cette cohésion nationale? Comment nous éloignons les antivaleurs qui ont commencé aujourd'hui à siéger à table avec nous? Comment nous faisons, Monsieur le Premier ministre, pour que ce pays retrouve son unité d'action, unité de cœur, mais surtout aussi unité de pensée? Ce message, vous l'adressez à nos téléspectateurs, en fait, à tous les peuples. Le message que moi je voudrais lancer à toute la population, c'est celui de se surpasser. Je l'ai dit, plusieurs bords, plusieurs pensées, mais finalement un seul idéal, celui de voir notre pays décoller. Et cela derrière cette vision qui nous a été donnée par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, d'une union sacrée de la nation. Donc il nous faut nous surpasser. Et au-delà de ça, nous devons aller vers des méthodes de bonne gouvernance, d'éthique, si jamais on veut voir les choses changer. Si nous avons aujourd'hui aussi des améliorations dans nos recettes, c'est aussi parce que la peur du gendarme s'installe quelque part. Nous avons une inspection générale des finances qui vient. Aujourd'hui, on a eu des arrestations effectives. Et nous-mêmes, dans la plupart de nos entités, nous prenons des mesures conservatoires dans les services de l'État, les services publics. Et donc, toutes ces actions, finalement, vont concourir à ce que nous puissions avoir des résultats positifs demain. Mais avant tout, surpassons-nous par amour et par passion pour ce grand Congo dont nous avons hérité de nos aïeux et pour lequel nous disons merci à Dieu. Merci, Monsieur le Premier ministre, de ce message qui sera certainement entendu et amplifié par tous ceux qui vont en prendre la parole plus tard. Merci aussi à Sandra Nyangui de m'avoir accompagné dans cet exercice pas facile. Merci aussi aux téléspectateurs qui nous ont suivis, mais surtout aussi à tous les ministres, ministres d'État, ministres, vice-premiers ministres, ministres de la République qui ont assisté leur chef de Warrior. Merci donc vous tous qui nous avez suivis dans vos maisons respectives. Nous pensons que nous allons revenir une autre fois dans d'autres occasions pour en parler. Mais en votre nom à tous, permettez que je puisse souhaiter un bon anniversaire au Premier ministre pour que lui et sa famille
trouve la force de servir et de toujours servir. Monsieur le Premier ministre, merci. Merci à vous, merci. Merci.